Salut tout le monde, vous écoutez Total Régal, le podcast qui raconte un jeu vidéo sans se la raconter. Au micro, c'est Bigot et Oxydo. Salut Oxydo, la forme? Salut Bigot, la pêche et toi? Ça va très bien comme d'habitude et comme d'habitude aussi, je suis très impatient de découvrir ce qui va se passer aujourd'hui. Et peut-être avant de rentrer dans la régalade à proprement parler, est-ce que tu peux nous rappeler, comme le veut la coutume, le concept de ce podcast? Et bien sûr Bigot, tout à fait, dans chaque épisode de Total Régal, l'un de nous raconte intégralement à l'autre un jeu vidéo que l'autre n'a pas fait. Et donc, n'hésitez pas à vous mettre, vous qui nous écoutez, à la place soit de celui qui raconte, soit à la place de celui qui découvre le jeu. Évidemment, toute cette racontade et cette régalade sera ponctuée de petits interludes et de débats enflammés et passionnés. La totalité des épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. On vous répondra et surtout, on sera très heureux d'avoir vos retours. Et aussi, on a maintenant un Discord. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. C'est notamment un excellent moyen de poursuivre ensemble la conversation qui s'amorce avec la discussion que l'on aura durant ce podcast. Et donc, Oxydo, avec quel jeu vas-tu nous régaler aujourd'hui? Ah bien mon cher Bigot, je vais essayer de te régaler, de vous régaler, vous qui nous écoutez, avec Advance Wars. Advance Wars, donc un jeu développé par Intelligent Systems pour Nintendo, sorti sur Game Boy Advance début 2002, ici en Europe. Et avant de t'en dire plus, question rituelle désormais, Bigot, qu'est-ce que tu sais du jeu Advance Wars? Alors, Advance Wars, allez, on va un petit peu dévoiler la coulisse des choses quand même, parce que il faut bien savoir que quand on prépare ce podcast, on se demande un petit peu, évidemment, est-ce que, quand c'est moi qui raconte, est-ce que toi, Oxydo, tu connais le jeu ou les potentiels jeux que je vais raconter, et inversement. Donc, moi, je ne connais pas du tout Advance Wars, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai comme ça une espèce un mirage qui m'est venu à l'esprit, puisque je vais essayer de faire court, mais je file un coup de main, on va dire, au community management d'une association qui s'occupe de promouvoir le speedrun, notamment au travers de restreams francophones de grands événements comme les Games on Quick que vous connaissez peut-être. Faisant partie intégrante donc de cette partie de community management, en fait, on annonce les jeux qui vont être commentés donc sur le restream. Et me semble-t-il, mais peut-être que je me plante dans les grandes largeurs, mais moi, Advance Wars m'a évoqué un tactical RPG. Et quand on prépare cette annonce-là, on cherche des gifs animés, vous savez, pour un petit peu illustrer la chose. Et je ne sais pas pourquoi, il me semble que je suis tombé sur un gif animé, donc, qui était une espèce de mème, ou en tout cas quelque chose d'un peu emblématique, avec un personnage féminin qui, a priori... conduisait aussi bien les tanks que préparait du pain. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on avait, si vous voulez, un personnage d'une boulangère experte en conduite de char. Voilà. Et ce qui est assez savoureux, c'est que je ne sais pas du tout dans quelle mesure c'est quelque chose qui est un mirage absolu ou si c'est une réalité. Donc j'ai vraiment très hâte que tu me racontes le jeu. Bon, écoute, Bigot, c'est incroyable, déjà, effectivement, ce que tu sais d'Advance Wars. Alors, il y a des très bonnes intuitions, le côté tactical, très bien, nous allons le voir très vite. Le côté char d'assaut, très bien, nous allons le voir très vite. Des jeunes femmes style kawaii animé qui pilotent des chars, très bien. Mais la boulangerie, mais d'où vient cette histoire de baguette? Bon, je ne sais pas. En tout cas, nous allons peut-être le découvrir, effectivement, s'il y a un lien avec la boulangerie et le pétrissage de pâtes de manière générale. En tout cas, j'ai l'impression que tu vas me rouler dans la farine. Petite précision, tout de même, le sujet de l'épisode, c'est Advance Wars premier du nom, sur Game Boy Advance, donc. Mais je ferai parfois des allers-retours avec l'excellent remake Reboot Camp, qui est sorti sur Switch assez récemment, et qui est une excellente manière, je le dis tout de suite, de découvrir ou de redécouvrir le jeu, qui est très, voire trop parfois fidèle à l'original. Et donc voilà, il y a des choses qui changent notamment un peu dans le design et tout ça, donc je ferai
régulièrement un petit peu des allers-retours entre les deux. Mais bon, n'attendons pas trop longtemps, hein. Bon, il y a collège demain, mais on s'en fout, on est sous la couette, on met la cartouche dans la GBA, la lampe de poche bien calée, parce que l'écran n'avait pas encore de rétroéclairage, hein, n'oublions pas, il faudra attendre la GBA SP pour ça, et Ah oui. on lance le jeu. En fond du générique, une carte d'un monde inconnu, où des pays se dessinent, un pays orange au nord-ouest, un pays bleu au centre, un pays vert au sud, un pays jaune vers l'est, et alors qu'il y a un zoom comme ça qui se réalise sur cette map monde, les lettres Advance Wars qui se dessinent comme ça au son d'une espèce de percussion et déjà de musique un peu funky, un peu entraînante, et une présentation très succincte, hein, des protagonistes du jeu qui s'affichent, tu sais, à la manière de certains animés, c'est-à-dire une bande horizontale comme ça avec le visage qui apparaît sur fond coloré, et avec le nom à la verticale. On a un personnage qui s'appelle Andy qui est en rouge, Max qui est en bleu, Sammy en vert. Je préfère ne pas te les décrire tout de suite. Je te les présenterai au fur et à mesure qu'ils apparaîtront dans le cours du jeu, ce sera plus agréable. Et puis juste après, on a d'ailleurs un enchaînement très rapide de plein d'autres personnages qu'on a un peu du mal à discerner sur ce générique. Et avant d'arriver sur un écran fixe, qui sont nos 3 compères, voilà, les 3 qu'on imagine les personnages principaux du jeu, qui sont tout souriants, à bord d'un tank couleur rouge vif, dont le canon est orienté quasiment vers le joueur. Un peu à la manière, tu sais, du train arrivant en gare de la Ciotat, des Frères Lumière. Ah oui, oui, d'accord. C'est très certainement une référence. Et donc, un engin prêt à crever l'écran, littéralement. Et dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur, dans la joie, dans le sourire, en énorme Advance Wars, comme ça, en haut de l'écran, au-dessus d'une gigantesque clé plate. Tu sais, ces clés qui servent à remonter des selles de vélo là, à chaque bout de la clé, hein, et dont Andy, d'ailleurs, le personnage principal, tient également un exemplaire en main, et qui est un peu le symbole, l'emblème, on va dire, de ce jeu. Et en dessous, en plus petit, en jaune, qui clignote, eh bien un press start en jouet, et une musique désormais beaucoup plus lente d'ailleurs, qui tient davantage du clairon d'une marche militaire, qui nous invite à nous lancer, hein, et à commencer véritablement le jeu. Tout en bas, la date, avec à côté Nintendo et Intelligent Systems. Je reviendrai plus tard sur la jeunesse du jeu, sur ce studio. Il y a des choses très intéressantes, mais pour l'instant, j'ai envie quand même de me lancer avec toi dans la découverte du jeu en lui-même. Très bien, allons-y. On appuie sur Start, c'est parti, et on arrive sur un fond beige, défilant, avec des drapeaux de 4 nations qui défilent comme ça successivement. On lit ces 4 nations, il y a Orange Star, il y a Blue Moon, il y a Green Earth, Yellow Comet. Donc toujours, tu vois, des noms, des couleurs associées à des astres. Voilà. Waouh, serait-ce une guerre intergalactique ? Alors, peut-être que ça va tenir de ça, mais tu verras très vite. En tout cas, 4 drapeaux comme ça, avec le nom de ces nations, hein, qui défilent comme ça. Et puis, un personnage se détache sur ce fond beige, qui nous accueille chaleureusement, dit bienvenue dans Advance Wars. Elle se présente, c'est une jeune femme qui doit avoir 20-25 ans tout au plus, hein, mais qui, tu sais, dans disons l'échelle des âges au Japon, en fait, elle devrait représenter quelqu'un qui doit avoir 45 ans, j'imagine, en tout cas qui semble avoir beaucoup d'expérience militaire notamment. Elle s'appelle Nell. Elle a les yeux bleus, elle est très grande, elle a des longs cheveux blonds ondulés. Elle porte un calot militaire et un uniforme bleu d'instructrice militaire, de commandante. C'est ce que j'allais dire. Oui, dans d'accord. C'est elle qui va nous briefer, je suppose. Elle est exactement là pour ça. Elle est là pour nous accueillir, pour nous briefer et pour nous faire une sorte de tuto d'entraînement. Elle se présente d'ailleurs tout de suite comme générale dans l'armée d'Orange Star, donc une de ces 4 nations dont le nom défile à l'arrière-plan. Ah oui, on est briefé par la générale en plus. Oui, c'est vraiment, on se moque pas de nous, hein. On est une espèce de nouvelle recrue, mais en même temps on est recruté, on le comprend assez vite, pour plus ou moins donner des conseils, ou en tout cas travailler de concert
avec différents Mmh. généraux de cette armée. Donc on ne sait pas D'accord. trop quel est notre rôle en tant que joueur, sans doute quelque chose dans le style consultant militaire, j'imagine. Mmh. Mais on va avoir un rôle très important, évidemment, puisqu'on va sélectionner, on va prendre toutes les décisions à leur place, d'une certaine manière. Ah oui, il y a un petit. Est-ce que peut-être que je sais pas pourquoi je pars tout de suite à ça, mais ça me fait penser un petit peu aux rôles qui sont donnés aux jeunes ados dans la stratégie Ender. Je sais pas si ça te parle, ces œuvres-là. Ou Alors, je connais de nom, mais bon. je saurais pas te dire, mais peut-être un petit peu. Oui, oui, il y a un petit peu de ça. Tu vas voir, il y a un côté très tongue-in-cheek, un peu ado, un peu pop, un peu coloré, Mmh. etc. D'accord. Clairement, d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, hein, effectivement, l'arrière-plan, ça va être la guerre. Bon, Advance Wars, on l'imagine, il y a des tanks, etc. Il y a une Ouais. instructrice militaire, mais la guerre sous son angle le moins dramatique du monde, le plus ludique du monde, on va dire, et quasiment comme un jeu de société, comme un jeu d'échecs en réalité. Voilà. Oui, 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 oui. Hmm. Elle nous demande notre nom, donc on écrit hop, O-X-Y-D-O, pouf, et elle nous dit voilà qu'elle va nous guider dans nos premiers pas dans ce jeu Advance Wars. Elle nous demande d'ailleurs si c'est notre première partie, on peut répondre oui ou non. Mais en D'accord. réalité, même si on répond non, en fait, on va devoir quand même passer par une phase d'entraînement. Bon, le Ah, truc est ok. codé bizarrement. On peut pas accéder directement aux missions, disons, post-tuto. Il faut quand même passer par une phase de tutoriel, même si on a déjà fait le jeu. Ok. Et donc là, on a accès au menu, hein. Il y a un menu déroulant comme ça, où au départ, les options ne sont pas très nombreuses. Il y a notamment un mode versus en local sur la même console. On peut jouer à plusieurs sur la même console, donc en se Ah ouais. passant, puisque c'est un jeu qui va se jouer au tour par tour, hein. Et Mhm. il y a aussi un mode Link, c'est le câble Link, hein, D'accord. qui permettait de Oui, oui, le connecter fameux. plusieurs consoles entre elles. Ce sont des modes donc multijoueurs, hein, que je vais laisser un peu de côté. Moi, ce qui va m'intéresser là aujourd'hui, c'est de te raconter plutôt la campagne, mais la campagne solo. Et avant de passer dans véritablement la campagne solo, il y a l'entraînement, le QG d'entraînement, et donc on va commencer par là. D'accord. On clique sur l'entraînement. Tu l'as deviné maintenant depuis longtemps, mon cher Bigot, comme le nom du jeu l'indique, on va donc faire la guerre. Et on en apprend d'ailleurs un peu plus, avant de commencer cet entraînement, sur la situation dans laquelle on se trouve, puisque notre nation, Orange Star donc, vient Mhm. d'être envahie par un autre pays, qui est le pays de Blue Moon, donc nation rivale, hein, et dont l'armée est commandée par un autre général qui s'appelle le général Olaf. Et Olaf a fait une incursion dans le territoire d'Orange Star. Il contrôle toute la région d'Alara sur le territoire d'Orange Star. Il va falloir le déloger. Et on sent d'ores et déjà d'ailleurs que Nell a une petite dent contre Olaf, peut-être une petite dent personnelle. On sent qu'elle a du mal à ne pas l'insulter, hein. Et Ah, c'est intéressant. voilà, mais toujours sur un ton un peu comique et un petit peu léger, on va dire. D'accord, mais cela laisse à penser que peut-être les vieux de la vieille qui ont 25 ans, peut-être il y avait peut-être à l'époque un empire unique et qui a été morcelé. Enfin bon, bref, s'il y a cette relation-là, ou c'est peut-être juste un dialogue qui s'établit entre généraux, un peu comme on a les dialogues dans Civ 6 entre les opposants. D'accord, oui, oui. Je pense qu'on est plutôt dans ce style de dialogue-là. Il n'y a pas vraiment d'éléments au niveau du lore du jeu qui laisserait à penser que ce soit un seul et même continent qui aurait été morcelé, etc. Peut-être, mais ça nous laisse, le jeu nous le laisse vraiment à notre imagination. D'accord. On se lance dans l'entraînement. On a une première mission d'entraînement très simple qui consiste tout simplement à donner des ordres aux troupes. Et alors donc il faut imaginer, hein, je vais essayer de t'expliquer un petit peu le gameplay, à quoi ça ressemble. Il faut imaginer des cartes qui sont pour la plupart rectangulaires, subdivisées en petits carrés, et dont chaque Mhm. carré va accueillir une sorte de terrain, puis une troupe sur ce terrain. On est vraiment dans le modèle très traditionnel du tactical RPG, et du tactical en général d'ailleurs. RPG pas vraiment d'ailleurs, tactical tout court. Et D'accord. justement, je voulais te poser la question, avant de continuer, est-ce que tu es familier, toi, avec ce genre de jeu en particulier, avec les tactical RPG, jeux de tactique comme ça, militaire? Non, très très peu sur c'est ce type de jeu à damier. Non, 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 je suis pas du tout familier avec ce type de jeu et je dois même te dire que c'est des jeux qui m'intimident un petit peu quant à leur prise en main et je dirais que oui, un peu idiotement, j'y vois un côté très chronophage et un peu rébarbatif de base. Donc ça m'intéresse énormément justement que tu passes par l'aspect campagne. Avec la narration, peut-être que je vais un petit peu exaucer mon intérêt pour le goût du jeu et
par ce biais-là, peut-être avoir envie de pratiquer justement ce type de jeu. Et je dois dire que voilà, j'avais pas trop identifié ces jeux-là pendant ma jeunesse. En revanche, le côté tactique m'intéresse énormément et j'étais un grand, alors pas joueur, enfin j'y ai joué aussi, un grand suiveur notamment des jeux de stratégie, cette fois-ci en temps réel. Alors je sais pas si le terme tactique aussi est applicable à cela, mais voilà, ce côté garde-position, alors après avec le côté temps réel qui en rajoutait, et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être eu plus de mal à revenir sur des jeux tactiques, mais où il y avait du tour par tour. Voilà. Oui, clairement, il y a un cousinage. Il y a un cousinage entre les jeux de stratégie en temps réel et ces jeux de tactique au tour par tour. Même si effectivement les mécaniques ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, quand tu dis qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, ça peut paraître un peu beaucoup à apprendre. Notamment, ces tutos vont apprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, là, le jeu est tellement bien réalisé que toutes les mécaniques en fait se mélangent et s'emboîtent de très belle manière et ça donne une certaine fluidité, même si je suis d'accord avec toi, il faut y passer du temps quand même, c'est le genre de jeu qui demande quand même un investissement temporel assez important. La première carte sur laquelle on se trouve, pour te donner un exemple, il y a une immense plaine au milieu de la carte, et puis il y a des montagnes, des forêts sur les côtés, dans les coins. Et puis on a donc 2 unités d'infanterie en rouge du côté gauche de la plaine. Ce sont nos unités de Orange Star. Et puis il y a 2 unités d'infanterie bleues de l'autre côté, donc pour Blue Moon. Au début, il s'agit vraiment d'apprendre les bases, donc cliquer sur une unité, la déplacer en bougeant le curseur. Alors chaque unité a un mode de déplacement, à pied, les chenilles pour les chars d'assaut, les roues pour les autres véhicules, qui va influer sur sa distance de déplacement aussi selon le terrain. On va plus vite sur une route que sur la plaine. Enfin, on apprend surtout une règle d'or, c'est qu'à puissance égale entre 2 unités, c'est toujours celui qui attaque qui a l'avantage. Parce que celui qui attaque va attaquer avec toute sa puissance de feu, tandis que l'autre va répliquer avec la puissance qui lui restera après la première attaque. Ok. En effet, chaque unité a 10 points de vie, entre guillemets, qui correspond aussi à la puissance qui lui reste. Et pas seulement la vie, c'est aussi cette puissance. Et donc, inutile de préciser qu'une unité qui a plus que 1 ou 2 points de vie, c'est-à-dire 1 ou 2 de puissance sur 10, quelle qu'elle soit, en plus d'être une cible très facile, ne servira même quasiment plus à rien pour le combat. Okay. Et donc, on va forcément tout le temps essayer d'être à l'origine de l'attaque plutôt que dans, disons, la défense à outrance, parce que c'est comme ça qu'en fait, on avance. Et comment se met en place cette, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais cette notion d'initiative, quelque part, pour justement être le premier à attaquer? Eh bien justement, en calculant bien la distance qui te sépare de tes adversaires, en se plaçant pour que ce soit toi qui puisses arriver au prochain tour à attaquer plutôt que à subir l'attaque. Ok, pardon. Là, évidemment, donc je prends le tutoriel au pied de la lettre, étant donné que je suis pas familier du jeu. Ok, c'est parfait, c'est bon, j'ai tout à fait compris. Justement, on apprend à se battre. Alors, il y a des indications tactiques sur la carte de bataille qui sont assez rudimentaires, avec des unités donc qui sont toutes petites, qui font la taille d'un carré, mais qui sont plutôt colorées, assez vives. Elles font des petits mouvements haut bas. Il y a un truc un peu de chibi, tu vois, une espèce d'animation d'attente un peu sympa. Et puis surtout, il y a vraiment un truc génial qu'on découvre tout de suite. À chaque fois qu'une unité en attaque une autre, on quitte la carte de la bataille, l'écran se scinde en deux, et là on voit de chaque côté de l'écran les troupes en question sous forme de sprites, un peu comme dans un JRPG de Super Nintendo, style Final Fantasy VI. Et surtout, elles sont chacune dans l'environnement dans lequel elles se trouvent actuellement. C'est une infanterie dans une case de rivière, on va voir les soldats qui ont les pieds dans l'eau. C'est un tank qui est sur une route, on va le voir sur la route quand il attaque, etc. Et donc, il y a une immersion cinématique qui est vraiment super bien faite et super prenante. Et donc, avec les sprites qui se tirent dessus, quoi. Et donc, généralement, d'ailleurs, chaque sprite affiché correspond à 2 points de vie. Par exemple, si ton unité d'infanterie a 10 points de vie, c'est-à-dire est au max, tu auras 5 soldats à l'écran pendant ces scènes de combat. Et donc, les soldats se tirent dessus, et à force égale, donc généralement, l'attaquant peut enlever environ 5 points de vie à l'adversaire, tandis que l'autre, en répliquant, n'en enlève que 2, généralement, quelque chose comme ça. Les soldats ne meurent pas violemment d'une balle en pleine poitrine, il n'y a pas de sang qui gicle. Ce sont des sprites qui s'envolent comme ça de manière assez amusante en dehors du champ de l'action, ou bien c'est les machines, les tanks qui explosent comme ça quand elles sont détruites. Mais évidemment, on n'a pas du tout de drame lié à la guerre.
D'accord. Deux, trois petites questions là, juste sur cette phase-là. Donc là, ce que tu m'as décrit m'évoque en fait ce qu'on a sur les RPG, on va dire, à l'ancienne, en vue de dessus, quand on est dans l'open world. Puis quand il y a une rencontre aléatoire, on se retrouve dans alors peut-être pas un mode aussi travaillé au niveau cinématique, mais on va dire on a voilà une vue latérale en fait avec C'est les exactement opposants. ça, avec une petite profondeur, Ok. tu sais, voilà. Et évidemment, là, j'ai envie de te parler aussi, de te questionner sur la transition musicale et la musique de combat, et aussi s'il y a des voix digitales justement par rapport aux animations ou qui se promènent au milieu de ça. Alors malheureusement, il n'y a pas de voix digitale. Il y Ah, a ok. voilà, aucune voix digitale. Par contre, les musiques sont vraiment super. J'aurais du mal à toutes te les décrire, évidemment, mais en fait, chaque général a un peu sa musique perso. Et donc, D'accord. elle correspond assez souvent aussi à la fois au caractère du personnage, à sa manière Excellent. de combattre un petit peu. On se met dans une espèce d'ambiance, d'atmosphère particulière qui fait Hmm. que voilà, on a vraiment la sensation d'être immergé dans un duel véritable avec un autre personnage. Et d'ailleurs, globalement, pour continuer là-dessus, on est toujours dans une esthétique, comme je disais tout à l'heure, très très pop, très vive, des couleurs très chaudes, une musique très enjouée, un ton qui Hmm. est toujours plutôt comique, personnage pas du tout réaliste, voilà. Donc on est clairement très très loin aux antipodes en fait d'une simulation de guerre véritable, hein, clairement. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord, je vois très bien. On apprend plusieurs choses, je passe un petit peu. On apprend que les terrains, notamment, ont une influence aussi sur la défense des unités. Par D'accord. exemple, quand on est dans une forêt, on est plus en défense qu'être à découvert sur une route, par exemple. Voilà. Il y a certains terrains qui ne peuvent être empruntés qu'à pied. Les montagnes, par exemple, qui sont très défensives. Les rivières, il y a que les infanteries qui peuvent traverser les rivières, mais pas les véhicules. Il faut passer sur des ponts. Et on découvre aussi progressivement les unités qu'on va pouvoir utiliser. Donc il y a des troupes d'infanterie classiques, il y a des infanteries plus puissantes dotées de bazookas, mais qui vont moins vite, des tanks, des artilleries qui peuvent attaquer à distance, mais qui peuvent pas se déplacer pendant le même tour de jeu. Il faut choisir entre se déplacer ou attaquer. Et puis Hmm. on découvre aussi les villes. Il y a des villes parfois sur les cartes qui sont à la fois des terrains un peu plus défensifs, mais aussi qu'on peut capturer. C'est-à-dire que certaines villes sont grises, elles sont neutres, et puis il y a des villes bleues ou des villes rouges, et on peut capturer les villes, soit les villes neutres, soit aussi les villes de l'adversaire, avec des infanteries. Et dans ce cas-là, nos unités, si elles stationnent dans une ville, eh bien, elles sont réparées un petit peu à chaque tour, si on les laisse D'accord, dessus. d'accord. Voilà, ça nous fait des bases un peu arrière. D'accord, mais pas pour produire de nouvelles unités. C'est pas quelque chose qui permet de Alors, peut-être il pas y en ce aura des niveau-là. bâtiments plus tard aussi pour D'accord. produire de nouvelles unités, des bases pour des unités Ah ouais. terriennes. On aura des aéroports pour des unités aériennes, des ports pour des unités navales. C'est assez Waouh! Ah oui. complet. Il n'y Ouais, a ouais, pas que des c'est un jeu tanks. qui est assez complet et on commence avec les tanks, mais tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup plus de variété en réalité assez progressivement. Selon la faction à laquelle on appartient ou avec laquelle on joue, alors peut-être pas dans le mode histoire, mais est-ce que les spécificités du terrain ont un impact différent? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a par exemple une faction qui est par exemple plus à même de se déplacer sur un terrain désertique? Enfin, j'extrapole beaucoup, hein, mais voilà, est-ce qu'il y a ce type de spécificités qui interviennent ou pas du tout? Alors, ce n'est pas lié à la nation elle-même, c'est pas une différence entre Orange Star et Blue Moon, mais ça va être lié en fait au général qui est à la tête de l'armée. Chaque général va avoir des Ah pouvoirs ouais, passifs, entre guillemets, qui vont influer sur certaines capacités des unités, et ok. également des pouvoirs spéciaux que je te décrirai au fur et à mesure qu'on découvrira ces personnages. Ah mais c'est intéressant, ouais, c'est l'influence vraiment du général qui fait que d'accord, 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 Exactement. ok. Sinon, les unités elles-mêmes sont exactement les mêmes pour chaque faction, pour chaque grande nation de ce monde qui s'appelle Cosmoland d'ailleurs, qui est le Ok, ok, monde si donc je... de Advance Wars. D'accord, oui, donc on n'est pas du tout dans le registre, bon, il y a peut-être des tactical RPG qui font ça, mais là, c'est vraiment je reviens sur les RTS, là, mais où, voilà, quand on est sur du Warcraft 2, par exemple, ou du Starcraft, en fait, vraiment, les unités de chaque faction sont très différenciées, ou même des Dune 2, par exemple, ou des Red Alert, voilà, des Command Conquer, où on a vraiment dès les premières unités, on a même des différences qui sont marquées. Là, c'est pas du tout le cas.
D'accord. Non, non, là c'est vraiment très très différent par rapport à ça. Effectivement, on n'est pas du tout dans une mécanique totalement différente comme celle des Protoss, Mmh. des Terrans ou des Zerg dans StarCraft. Là, on est vraiment dans les unités qui sont identiques, mais c'est vraiment le général qui va influer sur la manière dont tu vas utiliser ces unités. Et je trouve ça Très assez bien. intéressant en réalité parce que ça donne de la variation sans non plus changer totalement la mécanique de jeu en fonction des factions. D'accord. Et puis à chaque fin de mission, il y a ce moment super gratifiant où on se retrouve avec un écran avec marqué victoire en énorme, avec une petite note de vitesse, une petite note de puissance, une petite note de technique. Et si tout est au top, eh bien on peut avoir le rang A, voire le rang S. Oui. Mais si on a fini la mission sans panache, bah, on peut très bien aussi avoir un rang C. Bon, c'est un peu la loose, mais bon, on a quand même fini la mission. Donc on est content quand même. Toi, est-ce que t'es C'est du genre clair. d'ailleurs à recommencer les missions si t'as pas le rang maximal dans un jeu, si t'as pas le trophée ultime ou pas du tout, c'est pas un truc qui te... Je dirais que ça dépend si il y a à la clé une récompense, enfin, en tout cas quelque chose de l'ordre d'une amélioration, par exemple pour le combat d'après. Voilà. Par exemple, peut-être aller, je sais pas si s'il y a aussi cette notion peut-être d'aller chercher des bonus sur certaines parties de la carte. Voilà, donc ce serait plutôt dans cet esprit-là, pas forcément aller chercher le top score, mais par contre, s'il est nécessaire, voilà, de, de perfect un niveau et que ça donne pour le tour d'après, pour le combat suivant en fait un avantage, là je serais assez preneur de retenter ma chance sur le combat. Il y aura pas forcément d'effet directement entre deux missions, de choses qui vont être permanentes entre deux missions. Donc c'est pas forcément le cas ici, mais... Implicitement, là, ça veut dire que donc il n'y a pas de renouvellement de troupes, par exemple, où on conserve pas les troupes d'une mission par rapport à celle précédente. C'est-à-dire que quelque part, il faut gagner, même il ne reste qu'un soldat sur le terrain. Mais après, voilà, on est reparti pour une autre partie. Pareil, on remet les pions de part et d'autre, et puis on est reparti vraiment sur une toute nouvelle partie de jeu de plateau. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. On n'est pas du tout dans le modèle, tu sais, où on a une équipe qu'on va former et si on perd, par exemple, un personnage lors d'une bataille, eh bien, on l'a perdu pour tout jamais. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. On commence chaque mission avec des emplacements très particuliers, très très spécifiques, très scriptés, et on fait cette mission comme ça. Super intéressant. Ouais. Peut-être que là j'ai un porte-à-faux, et là aussi je connais pas vraiment bien ce type de jeu comme les Fire Emblem, mais finalement les enjeux des protagonistes se situent vraiment au niveau de ce qui va se passer, j'ai l'impression, entre les généraux, plus que par rapport aux personnages finalement qui sont sur le terrain. Et donc finalement c'est intéressant parce que oui, on rebat les cartes à chaque fois, mais il y a cette continuité qui est permise par peut-être des cinématiques ou des scènes de dialoguer entre les différents généraux des différentes factions. Tout à fait. Dans Fire Emblem, les relations, les interactions se font sur le terrain, entre les C'est ça, hein. personnages qui D'accord. sont sur Ouais, le ouais, ouais. terrain, qui sont tous des héros d'une manière ou d'une autre. Oui, Alors que oui, là, oui, dans oui. Advance Wars, il y a le terrain avec des pièces d'échecs, Oui, oui, et oui. il y a les généraux au-dessus qui discutent entre eux, mais qui ne vont pas sur le terrain. Et donc c'est un peu différent dans l'approche, effectivement. Alors, je vais pas te décrire en détail chaque tour de jeu, hein, parce que ce serait absolument infini. Voilà, mais je vais essayer en Mmh. tout cas de te décrire brièvement peut-être certaines caractéristiques principales de cartes de différentes missions, te dire un peu comment je me suis pris pour m'en sortir, et puis surtout te raconter aussi l'histoire qui est derrière le Mmh. jeu. Et donc, les choses sérieuses arrivent progressivement. Olaf, dirigeant de Blue Moon, hein, a pris la forteresse de Corail dans la baie d'Alara, Orange Star. Olaf, pour te donner une image, c'est un personnage très barbu, un peu bedonnant, emmitouflé dans un énorme manteau polaire. J'aime beaucoup les designs d'ailleurs des personnages dans le remake. Je vais décrire peut-être davantage les designs du remake d'ailleurs, je pense, D'accord. qui sont ressemblants par rapport au jeu original, mais avec des petites touches un peu plus cartoon. On est dans une zone de plaine traversée par deux fleuves du nord au sud, mais surtout Blue Moon a un atout, dispose maintenant d'un tank moyen au nord-est, qui est un tank beaucoup plus puissant et surtout extrêmement résistant que nos tanks normaux que nous avons et qu'il vaut mieux Aïe, ne pas aïe, avoir à aïe. affronter avec nos unités qui sont trop faibles pour l'instant. D'accord. Mais On se déploie d'ailleurs peut-être est-il plus lent, ce tank moyen. Et donc, si on a l'initiative, un tout petit peu, mais il est tellement puissant qu'il faut quand même l'éviter.
D'accord. Alors on se déploie avec une poignée de troupes à pied, un tank, une artillerie, bon, mais il va falloir trouver une astuce quand même pour ne pas affronter le tank moyen adverse. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que heureusement, le script du jeu est tel que Olaf ne le bougera jamais pour ne pas l'endommager. Il a peur de l'endommager tant qu'on n'approchera pas Ah, de troupes à portée de son déplacement et de son attaque. ok. Bon, on traverse le premier fleuve, on sécurise les villes qui sont au milieu de la carte, et puis à partir de ce moment-là, en fait, la tactique optimale, c'est non pas d'aller affronter le tank moyen directement, on n'aurait aucune chance. C'est en fait d'aller le bloquer au nord-est de la carte, en bloquant le seul pont qui le relie au reste de la zone. On va mettre un tank devant, et en fait, qui va jouer le rôle de mur défensif, puisque les troupes ne peuvent pas passer au travers de troupes ennemies, elles sont bloquées sur la carte. Et donc, techniquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier un tank pour faire blocage, pendant qu'on envoie une troupe à pied sur la capitale d'Olaf. Puisque, je ne te l'ai pas dit, mais dans chaque zone, dans chaque carte, chaque joueur, chaque armée a un QG, une ville capitale, qui, généralement, à moins d'un objectif spécifique, eh bien, termine la bataille si on arrive à Ok. la capturer avec notre, Ah, ok. notre Ok. infanterie, comme on capturerait, on mettrait échec et mat, le roi d'un jeu d'échecs. Eh oui, oui. Chaque ville, d'ailleurs, a 20 points de vie, les villes normales comme la ville capitale, et donc une troupe, d'ailleurs, capture autant de points de vie de la ville qu'elle a de points de vie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une troupe qui a 10 points de vie va capturer 10 points de vie de la ville. D'accord. Donc généralement, avec une unité full vie, on peut capturer une ville en 2 tours, et donc il faut capturer voilà, cette capitale en 2 tours. C'est quelque chose, c'est une tactique qu'on va utiliser énormément dans le jeu, parce que très souvent, l'attaque directe ne suffit pas pour finir les objectifs, puisque détruire toutes les unités ennemies prendrait parfois trop de temps. Et donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer d'un côté et en discrétion de l'autre côté, hop, envoyer un petit infanterie avec un véhicule un peu rapide pour aller capturer le QG adverse et ainsi finir la bataille. Ouais, c'est intéressant parce que là, il y a un côté un peu tower defense qui apparaît. Enfin, je dis pas de bêtises, mais oui, oui, d'accord. Donc, avec un équilibre à trouver aussi de son côté pour ne pas se faire prendre sa citadelle. C'est ça. Par contre, il ne faut pas laisser notre propre QG sans défense parce que sinon, on perd immédiatement la partie. Ok. On continue un petit peu. Olaf, après cette victoire, donc a quitté la forteresse de Corail, mais on se bat toujours dans la zone. On va apprendre désormais, d'ailleurs, dans la map suivante, à se servir d'unités aériennes, parce qu'on fait aussi la guerre dans les airs, hein, notamment donc avec des hélicoptères, hein, qui sont des sortes de tanks, mais aériens, voilà, qui attaquent des unités terrestres en leur envoyant des missiles. Ah oui, donc ça arrive assez vite là, apparemment, les unités aériennes, tout ça. Oui, d'accord, on est très rapidement doté d'un sacré arsenal. On est plongé assez vite, effectivement, dans toutes les possibilités et tous les potentiels que les unités peuvent nous apporter. C'est assez grisant, d'ailleurs. On a également des véhicules de transport sur route, des hélicoptères de transport. Et d'ailleurs, on voit tout de suite un exemple de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que notre base, elle est au nord-ouest de la carte. Il faut imaginer qu'il y a une énorme armée de Blue Moon à l'est, avec plein de tanks moyens. Impossible d'attaquer de front, on se ferait annihiler. Cependant, la capitale de Blue Moon, le QG, est sans défense, tout en bas de la carte, avec un océan qui donc nous est un obstacle entre nous. Et donc, en bloquant et en résistant aux tanks moyens un petit peu pendant quelques tours, on va envoyer avec un hélicoptère de transport une unité en traversant la carte, en traversant l'océan, pour aller prendre le QG qui avait été laissé sans défense par Olaf. Et ainsi, on met en pratique cette stratégie dont je te parlais, le fait de leurrer l'ennemi dans une bataille, parfois ingagnable, peu importe, et se frayer un chemin pour débarquer en un éclair sur le QG, parfois en bloquant grossièrement les accès, hein, avec des unités qu'on sacrifie totalement pour pouvoir gagner. Sur la carte, tout est visible dès le départ, il n'y a pas de brouillard de guerre, il n'y a pas cette notion-là. Tu ne crois pas si bien dire, mon cher Bigot, puisque effectivement tout est visible pour l'instant, mais la mission suivante nous présente le brouillard de guerre. Oui, effectivement, il y aura certaines missions avec du brouillard de guerre. Alors tu connais hein, cette mécanique qui consiste à ce fait qu'on ne voit pas tout ce qui se passe sur la carte. Il y a notamment une carte avec une espèce de zone de canyon entre deux montagnes
où on ne voit absolument rien, où on va être complètement laissé à la merci d'artillerie planquée dans des forêts. Bon, la visibilité est très limitée. Et donc là, dans ce cadre-là, dans ces missions-là, il y a des unités qui vont être un peu indispensables. Je pense par exemple aux véhicules de reconnaissance qui se déplacent très vite, qui voient très loin, mais qui est une chips en combat. Faut pas le laisser à côté d'un tank, sinon on l'a plus. Bien. Les unités à pied aussi, quand elles montent sur une case de montagne, hop, on voit plus loin. Ah ouais, intéressant ça. Le relief ça, c'est une mécanique aussi intéressante, voilà. Ouais. Et puis surtout, il faut éviter les pièges parce que les cases de forêt, par exemple, elles resteront brumeuses, même si on a ces véhicules de reconnaissance. Il faut mettre une unité juste à côté pour pouvoir voir à l'intérieur. Et donc tu vois déjà venir les lance-missiles, les artilleries qui sont cachées dans des forêts isolées, qui nous défoncent sans qu'on sache d'où ça vient. Bon. Un petit carton blanc sur fond noir, style cinéma muet, tu sais, narration, nous apprend que nous avons réussi finalement à libérer une portion du territoire d'Orange Star, mais que notre aventure est loin d'être finie. Il va falloir continuer à se battre contre Blue Moon pour libérer la mère patrie. Et avant de se lancer dans la suite de la campagne, je te propose une petite parenthèse parce que j'aimerais rappeler un petit peu la genèse du jeu, justement. Je parlais d'Intelligent System tout à l'heure. C'est un studio japonais qui date des années 80 et qui s'est très vite associé quasi exclusivement à Nintendo, avec notamment le studio de recherche et développement numéro 1 de Nintendo, le R&D1. Ils ont bossé sur Mario Bros, Fire Emblem, Super Metroid, enfin voilà, c'est vraiment des choses très très importantes du domaine Nintendo. Et la série des Wars, ce qui est assez intéressant et dont je voulais te faire part, elle a toujours eu un lien assez organique en fait avec la console qui l'hébergeait. On a eu par exemple en 1988 Famicom Wars sur la Famicom. Puis ensuite on a eu Game Boy Wars, puis Super Famicom Wars sur la Super Famicom. Toujours d'ailleurs uniquement sorti au Japon. Et en l'an 2000, en même temps que Nintendo annonce la Game Boy Advance, eh bien ils annoncent aussi Game Boy Wars Advance, qui est censé être un des premiers jeux qui va sortir sur la console en 2001, l'année suivante. Et à cette époque-là, justement, et ça rejoint une question que tu posais un peu tout à l'heure, puisqu'on parle évidemment d'Advance Wars, c'est un jeu qui va être connu sous le titre Advance Wars en Occident, Nintendo se méfiait beaucoup en fait des goûts des Américains et des Européens, qui pensaient plutôt porter sur l'action, sur l'aventure, mais pas forcément sur la réflexion tactique, sur ces jeux un peu de stratégie tactique. Mais c'est Nintendo of America, en fait, à cette époque-là, qui, après avoir essayé quand même le jeu, qui va devenir Advance Wars, disent quand même à leurs homologues japonais de le sortir sur le marché occidental, de prendre le risque. Et donc, Nintendo Japon valide, mais le jeu va connaître un destin étonnamment contrarié, puisqu'il sort effectivement aux États-Unis, d'ailleurs en premier, sous le titre donc Advance Wars, le 10 septembre 2001. Puis, à cause de ce qui se passe le lendemain de cette sortie, eh bien, la sortie européenne et japonaise vont être repoussées en réalité. En Europe, il ne sortira qu'en janvier 2002, donc plusieurs mois plus tard, mais au Japon, en réalité, il sera carrément annulé. En fait, il faudra attendre 2004, donc 3 ans plus tard, pour qu'il sorte enfin au Japon, dans un bundle, en fait, avec la suite, qui est Advance Wars 2. Et c'est assez étonnant de se dire que finalement, alors qu'il ne voulait pas le sortir en Occident, il est sorti seulement en Occident au départ, et non pas au Japon. Oui, donc on a un jeu japonais finalement qui est sorti d'abord à l'export avant de sortir dans son pays où il a été créé. D'accord, c'est assez marrant, oui. Exactement. Et ce destin contrarié, c'est assez marrant. Enfin, la coïncidence est un peu troublante. C'est-à-dire que le remake sur Switch a été annoncé pour le printemps 2022, c'est-à-dire quasiment 20 ans plus tard, et en fait n'est sorti qu'au printemps 2023. Pourquoi ? Parce que en février 2022, eh bien, à cause de circonstances guerrières similaires, c'est-à-dire l'invasion russe en Ukraine, Nintendo a décidé de repousser d'1 an la sortie du remake. Ça incite pas à ce qu'il sorte quand même un nouvel opus. Disons qu'en fait, il n'était pas sorti de nouvel opus depuis 2008, Advance Wars Dark Conflict en Europe. Et donc, je pense que c'est mal parti pour qu'il y ait un autre opus, disons, dans le futur proche, on va dire. C'est terrible, les coïncidences et les hasards.
Pour terminer donc sur ces petites anecdotes de développement, à sa sortie, Advance Wars donc est finalement un énorme succès en Occident, ce qui va amener d'ailleurs Nintendo à réfléchir en fait un peu plus fort sur ses stratégies de sortie de jeux en dehors du Japon. Ça va vraiment faire évoluer la stratégie de la boîte. Et un exemple emblématique, le jeu de mots n'est pas voulu, c'est Fire Emblem justement, parce que c'est ce succès d'Advance Wars en 2001 et 2002 qui va encourager à sortir 2 ans plus tard, eh bien techniquement le 7e épisode de Fire Emblem, mais qui va être le premier pour nous en Occident, sur GBA également. Et donc la Game Boy Advance va un peu se spécialiser finalement dans ces jeux que Nintendo ne voulait pas trop sortir au départ et qui vont sortir comme c'est tactical, et ça va se développer un petit peu de cette manière-là, plutôt sur les consoles portables de Nintendo, et ça va ouvrir des perspectives assez nouvelles, notamment pour le public américain et européen. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, là, il y a beaucoup de sagas aussi où les premiers opus finalement sont restés confidentiels au Japon pendant un petit moment, et puis c'est qu'au bout du 3-4e qui a une prise de risque de le sortir. Non, c'est intéressant tout ça, d'accord. On continue notre mission, notre aventure. Alors il y a toujours des petites scènes d'introduction avant chaque mission, des petites scènes un peu théâtrales en réalité pour faire avancer la narration, qui se passent sur fond de carte du monde de Cosmoland, d'accord, avec les pays qu'on est en train de traverser, et qu'on traverse d'ailleurs par des petits trajets en pointillés, tu vois, on traverse les continents au fur et à mesure, les missions elles sont symbolisées par des drapeaux, des petits drapeaux qui sont plantés dans le sol, et les personnages qui apparaissent comme ça d'un côté et de l'autre de l'écran, dans un style un peu visual novel en fait. D'accord. Entre en scène un personnage que Nel nous confie quasiment sous bonne garde, c'est le jeune Andy, donc un des personnages qui nous a été présenté dans le générique. Toujours souriant, toujours fringant, c'est un gamin qui va nous désarçonner par sa naïveté, ses hésitations, mais voilà, ses bonnes intentions. C'est un bon gamin, bon, il a un uniforme rouge de Orange Star, c'est un général, d'accord, mais qui clairement n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Se poser des questions quand même sur l'instruction militaire de ce pays, et surtout, il a à la main sa fameuse clé plate qui va nous servir pour son pouvoir de général, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque général va avoir un pouvoir particulier, et le pouvoir d'Andy, c'est de réparer les véhicules, voilà. À chaque fois qu'on utilise son pouvoir, on va pouvoir réparer 2 points de vie de toutes nos unités. C'est un pouvoir spécial qu'on peut activer lorsqu'on a rempli une jauge au cours des combats, en fonction d'un certain nombre de combats qu'on a fait, on remplit plus ou moins rapidement cette jauge, selon d'ailleurs le pouvoir de chaque général. D'accord, donc c'est avec Andy qu'on découvre la fameuse mécanique du pouvoir du général. C'est ça. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir des pouvoirs, puisque les ennemis en ont aussi. Et d'ailleurs, on continue notre libération d'Orange Star, et on va combattre contre Olaf, qui décide d'attaquer au cœur de Orange Star pour se venger. Et Olaf, lui, dispose d'un pouvoir aussi, qui est le pouvoir de l'enneigement. Donc tout est recouvert d'un seul coup de neige, ce qui va ralentir énormément nos unités, mais pas les siennes, qui ont l'habitude, au contraire, de se déplacer dans la neige. Donc tu vois le genre de mécanique dont je te parlais tout à l'heure, et qui va influer sur vraiment la manière dont on va jouer tel ou tel général. C'est la première fois qu'Andy est seul aux commandes, donc la carte est un peu plus grande, comme je te disais. Il faut désormais d'ailleurs scroller latéralement. Jusqu'à présent, les cartes étaient vraiment limitées à l'écran de la GBA. Maintenant, elles vont être de plus en plus grandes. Nel est toujours là au transpondeur, mais elle ne donne plus aucune instruction. On est laissé donc totalement libre de toutes nos décisions. Là, par exemple, voilà, c'est une grande zone de plaine avec notamment une longue route qui longe le sud de la map, d'est en ouest, et qu'il faut contrôler en priorité, malgré la neige qu'Olaf envoie comme ça régulièrement. J'ai pas encore mentionné vraiment le temps de jeu, mais il y a certaines missions qui sont plutôt longues en réalité. Même les missions les plus courtes font vraiment vite une 40aine de minutes à chaque fois, et ça peut aller jusqu'à plusieurs heures pour les missions les plus longues à la fin du jeu. D'accord. Donc une durée de vie assez étoffée. Et généralement, d'ailleurs, à chaque fois qu'on gagne une mission, on a le droit à un petit dialogue comique aussi entre les deux généraux. Par exemple, à la fin de cette mission-là, Andy appelle Olaf papy. Il dit « Ah, mais vous êtes le grand-père de Nel ». Bon, l'autre se fâche tout rouge. On a toujours cette petite astuce qui consiste à, pour couper le discours, pour couper le dialogue, l'autre général s'enfuit sans demander son reste. Voilà. On va retrouver ça assez régulièrement. Donc un ton comique qui contraste énormément avec le contenu guerrier du jeu.
puisque la guerre est vraiment traitée, comme on le disait, comme un jeu. Les personnages, c'est vraiment, parlent de leurs troupes comme des pièces de jeu d'échecs. La notion de perte humaine, de destruction, de tragédie, tout ça, totalement étouffé au profit de l'aspect ludique. D'accord. Au cours de nos pérégrinations, donc on continue, on rencontre un nouvel adversaire, puisque Olaf est en trop mauvaise posture, il fait appel à son associé, à son second, qui est un autre général de Blue Moon, qui s'appelle Grit. Et Grit, c'est un grand échalas avec une barbichette noire, comme ça, un chapeau de cow-boy, qui a l'air un peu endormi, qui est un peu comme ça, un peu cool, mais qui est en réalité très dangereux, parce que son artillerie, notamment, est très 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 puissante. Il a déjà un pouvoir passif permanent. C'est le cas de plusieurs généraux qui influent sur les unités. Donc ces unités d'attaque directe, par exemple les tanks, sont beaucoup moins puissantes. Mais en échange, ces unités d'artillerie tirent une case plus loin. Et donc sur des cartes qui sont quand même assez limitées, c'est extrêmement fort. Et puis en plus, son pouvoir de général étend encore la portée de ses unités de tir indirect de 2 cases. Enfin bon, ça devient n'importe quoi. Le mec peut sniper vraiment à l'autre bout de la map avec une artillerie. C'est complètement dingue. Et donc il faut s'en méfier évidemment. Et c'est là où on apprend d'ailleurs en combattant contre Grit. Alors on va essayer de trouver son point faible, et son point faible finalement c'est la force brute. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le bourriner avec des tanks en direct, puisqu'on peut pas combattre sur son propre terrain, le combat indirect. Et c'est dans cette map d'ailleurs qu'on apprend à utiliser les bases dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la construction d'unités. On va pouvoir construire une unité par tour dans chaque base. Ça coûte de l'argent, et cet argent, on le récolte avec des villes qu'on capture. Et donc ces villes capturées dont on parlait, elles vont servir à réparer nos unités éventuellement, mais elles vont surtout nous servir aussi à récolter de l'argent pour construire des unités supplémentaires et pour, par exemple, ici dans ce cadre-là, inonder l'artillerie de Grit de tanks jusqu'à ce qu'on puisse accéder au QG adverse et à gagner la mission. Ah, c'est intéressant, ça ajoute une petite pincée d'économie au jeu, là, ces histoires de villes, là, c'est pas mal, ouais. Ok. On continue notre parcours et tout d'un coup, alors qu'on est encore sur le territoire d'Orange Star, la mission suivante est un peu particulière parce qu'on va se retrouver confronté non pas à Blue Moon, qui est un peu en train de perdre de vitesse, qui est en train de s'échapper la queue entre les jambes, mais à une autre armée non identifiée qui cette fois-ci est de couleur verte. On est dans une espèce de grande baie comme ça, et au départ on sait pas qui on affronte. Le but c'est avant tout de tenir la position face à des forces aériennes qui ont l'air vraiment surpuissantes, notamment un bombardier qui détruit tout sur son passage, qui tapisse le sol de bombes, des chasseurs qui annihilent toutes les autres unités aériennes. On va apprendre à utiliser notamment des unités anti-aériennes pour s'en débarrasser. Et au bout du 2e ou du 3e tour, Nell nous contacte. Cette armée, eh bien, c'est l'armée de Green Earth. Et elle est en panique, Nell. Elle dit, mais pourquoi Green Earth se trouve ici? Qu'est-ce qu'ils foutent là dans Orange Star? En plus, avec le général Eagle, qui est le général de Green Earth, qui maîtrise les cieux, comme son nom l'indique, Oui. et qui surtout a un pouvoir qui est complètement fumé, qui consiste à pouvoir jouer 2 tours de suite. Donc, si on lui laisse utiliser son pouvoir, on est mort. Et là, j'ai envie de faire un petit point quand même, avant de te dire qu'on va repousser évidemment l'attaque surprise de Green Earth en prenant, une fois n'est pas coutume, le QG laissé sans défense au bout d'une route à l'est. Petit point quand même sur le design des costumes, des tanks, des unités dans les scènes de combat, tu sais, à l'intérieur des batailles. Quand on quitte la carte et qu'on voit ces sprites, les tanks ressemblent énormément en fait à des vrais tanks qui existent dans la réalité. Les unités d'infanterie ont des uniformes qui rappellent de véritables uniformes qui étaient portés par des soldats dans notamment les 2 guerres mondiales. Et en fait, ça pour le coup, c'est différent, ce design, entre les différentes factions. Par exemple, le design des troupes de Orange Star est entièrement basé sur l'armée américaine. L'armée de Blue Moon est plutôt basée sur, tu sais, l'armée soviétique, le design des chars soviétiques, etc. Celui de Green Earth, qu'on est en train de combattre, c'est plutôt les armées d'Europe de l'Ouest, surtout l'armée allemande, tu sais, les casques à pointe, etc. Et puis, on a une dernière faction qu'on n'a pas encore rencontrée, qui va être Yellow Comet, qui sera basée sur l'armée impériale japonaise. Ah oui, d'accord. Donc aussi dans le ton et l'ambiance générale, on est sur quelque chose, oui, qui
qui tend voilà à dédramatiser les choses, finalement par ce biais-là, quand même on a quelque chose qui est pour le coup très ancré historiquement et qui en écho à ce que tu disais tout à l'heure, bon là pour le coup peut expliquer que si quand même il y a des références explicites peut-être à des factions armées réelles, que quand il y a eu les problématiques là au niveau des sorties, ils se sont peut-être évité une petite polémique par rapport à ça. On Oui, comprend d'accord. mieux pourquoi ça a pu poser problème. Et effectivement, quand j'ai fait mes recherches aussi pour préparer cette émission, j'ai retrouvé des gens qui ont vraiment identifié le modèle précis de tank pour telle unité, etc. On finit donc par repousser l'attaque surprise de Green Earth, hein, mais on n'aura pas le fin mot de l'histoire. On ne sait pas trop pourquoi Eagle est venu attaquer d'un seul coup Orange Star. La seule chose qu'on repère, c'est que en voyant Andy, Eagle d'un seul coup devient totalement enragé, lui dit qu'il ne pardonnera jamais ce qu'il a fait, et Andy en reste totalement bouche bée. Quoi, avec sa tête d'ailleurs un peu de Gaston Lagaffe qui fait m'enfin, hein, tu vois le genre de tête. Bon, il y a clairement anguille sous roche, mais Eagle s'en va avant qu'on ait fait la lumière sur tout ça. D'accord. On arrive, bon an mal an, à la frontière d'Orange Star, à la frontière entre Orange Star et Blue Moon. On est en train de booter Blue Moon hors d'Orange Star. Et d'ailleurs, c'est la première fois ici que le jeu va nous laisser le choix entre plusieurs missions différentes. Il faut savoir que à plusieurs reprises dans le jeu, on a des espèces d'embranchements qui d'ailleurs décuplent un peu la rejouabilité aussi de la campagne, puisqu'on peut choisir un embranchement de plusieurs missions d'ailleurs, hein, c'est plusieurs missions d'affilée. Et puis à un autre moment, pour une autre fois qu'on fait la campagne, choisir l'autre embranchement. Et on va faire appel à un nouveau général de Orange Star qu'on va pouvoir incarner, qui était le deuxième qu'on nous avait présenté dans le générique, c'est-à-dire Max. Okay. Max, c'est un grand gaillard, ultra musclé, avec les cheveux bleus, qui ne fait pas dans la dentelle, puisque c'est un bourrin absolu. C'est un peu, si tu veux, l'inverse de Grit. C'est-à-dire que Max, lui, ses unités indirectes sont catastrophiques. En revanche, ses unités directes sont très puissantes, sont plus puissantes que la moyenne. Et donc, on va l'utiliser beaucoup pour justement son côté un peu rentré dans le tas, hein, avec sa puissance qui va plier certains combats en 2-3 mouvements, notamment un combat contre Olaf, même sur la mer, hein, qui n'est qu'une affaire anecdotique. Et également avec Grit, on va avoir là, et tu vas voir que je vais accélérer aussi un peu dans ma narration, je n'ai plus forcément d'écrire à partir de maintenant chaque bataille l'une après l'autre, parce que sinon on n'en aura jamais fini. Je vais résumer les grandes étapes un peu de notre aventure avec les points saillants de cette guerre qui s'annonce. Et en entrant sur le territoire de Blue Moon, puisque c'est notre tour d'aller voir ce qui se passe à Blue Moon quand même, eh bien on va avoir plusieurs confrontations d'ailleurs entre Max et Grit, dont on sent que derrière leur complémentarité d'ailleurs, hein, en tant que général, en tant que ne serait-ce que mécanique, hein, on apprend aussi progressivement qu'ils avaient l'air très amis naguère, avant que Grit trahisse Orange Star pour Blue Moon. Donc on va avoir une map par exemple avec du brouillard de guerre, où Grit est planqué dans les forêts, et où Max va devoir se débrouiller pour éviter justement ces attaques indirectes tout en détruisant donc ces lance-missiles. Et puis un peu plus tard, effectivement, une autre confrontation, cette fois-ci beaucoup plus maritime, mais où ce sont cette fois-ci des vaisseaux de guerre, hein, que Grit cache dans les récifs, puisqu'il y a des récifs dans l'eau qui ont un peu la même efficacité que les forêts. Que les forêts. C'est-à-dire qu'il faut être juste à côté pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. D'accord. Et autour de ces missions, dans ces dialogues, eh bien, on apprend progressivement que Grit n'est pas si mauvais que ça, a peut-être quelque chose derrière la tête. D'ailleurs, il nous dit pas tout de ce qu'il est en train, des ambitions qu'il a de son côté, mais on apprend qu'il était très ami en réalité avec Nell et Max, il y a très peu de temps. Et on ne saisit pas exactement encore pourquoi il a pu trahir Orange Star pour rejoindre Blue Moon. Tout ça est encore très flou, mais on le découvrira très 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 bientôt. On a l'impression qu'Orange Star se défend contre des offensives qui n'ont pas du tout anticipé et qui sont menées donc par deux factions adverses. Et on voit pas bien en fait s'il y a un enjeu, je sais pas, de ressources sur le territoire d'Orange Star ou tout ça. Pour le moment, tout ça est méconnu. Ouais, pour le moment, tout ça est très méconnu. Les enjeux, c'est surtout les enjeux de domination, mais il y a
aucune référence à des ressources, à des minerais, etc. Et puis surtout, là, il y a quelque chose qui est quand même un peu bizarre, hein, mais bon, qu'on accepte parce que bon, c'est la mécanique du jeu, c'est qu'on n'est plus du tout sur le territoire d'Orange Star, on va quand même envahir le territoire de Blue Moon, Ah, mais on est ah oui, toujours les gentils. On est toujours les d'accord. gentils, hein, on joue Oui, toujours Orange Star, tu vois. oui, 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 Le oui, jeu oui, se je vois très débrouille bien. avec ça en disant qu'on ne fait que traverser le territoire pour y trouver des réponses à nos questions. Mais Oui, bon, le fait est qu'on va se oui, battre sur leur terrain. Bon, la mettons ça de motivation est toujours côté. noble, bien sûr. Oui, oui. Exactement, bien sûr. Est-ce que systématiquement on est sur presque une notion que le plateau de jeu, pardon, soit de plus en plus grand, ou il y a intercalé peut-être des missions sur un plateau tout petit pour un petit peu changer un petit peu le rythme aussi des batailles. Je suis désolé, je reviens sur l'aspect RTS, où des fois il y a des missions d'escarmouche ou des missions de survie qui s'intercalent et qui permettent, dans la phase histoire, de briser un peu le rythme, cette fois-ci vraiment de gameplay, en fait, et d'amener aussi des petites accélérations pour éviter d'avoir chaque fois une notion de grossit la carte, on augmente les unités et autres. Tout à fait, bah, tu fais bien de poser la question parce que c'est exactement le cas. Il y a une grande variabilité dans les missions. Alors souvent, Mmh. l'objectif, c'est quand même de capturer le QG ou de détruire toutes les troupes adverses sur des cartes qui sont souvent un peu plus étoffées, un peu plus grandes, mais pas non plus immenses, hein. Et Mmh. parfois, on a des cartes plus petites, effectivement, où on est plutôt dans des sortes d'escarmouches, effectivement, avec parfois la notion de survivre pendant tant de jours, pendant une semaine, Ah par oui, exemple, pendant d'accord, 7 d'accord, jours, d'accord. puisque chaque tour de jeu correspond à un jour. Mmh. Ou alors, on a par exemple la carte, ici une carte, un combat contre Olaf, qui consiste à aller capturer un certain nombre de villes. Donc on a une carte qui est comme coupée en deux par un fleuve. On doit capturer 12 villes pour gagner. Évidemment, tu te doutes bien que de chaque côté de la carte, il y a 11 villes, et donc il va falloir aller capturer la 12e sur le territoire adverse, d'une manière ou d'une autre. Et notamment, il y a au D'accord, milieu oui, de c'est la sympa. carte, il y a deux villes jumelles comme ça au milieu de la carte, c'est reliées par un pont qui rappelle un peu, tu sais, Osgiliath dans Le Seigneur des Anneaux, là, en face de Minas Ah Tirith. oui, 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 bien sûr, oui, oui, oui. Et où la stratégie que j'ai utilisée, en tout cas, c'est de sécuriser d'abord plutôt les villes frontalières, justement. Notamment ce pont central, peut-être d'aller prendre une ville sur le côté adverse, et puis vite de finir les villes qui sont aisément accessibles sur notre côté de la carte. Et Olaf, de son côté, voilà, abandonne assez rapidement. Il s'inquiète d'avoir failli à sa mission. Il parle d'aller présenter ses hommages à quelqu'un qui restera pour l'instant inconnu. Le mystère ne fait que s'épaissir comme tu le ressens. Mmh. Et là, on a un super moment dans la campagne, qui est l'apparition d'un nouveau personnage qui, pour ma part, est mon personnage sans doute préféré du jeu, en tout cas parmi les personnages qu'on peut contrôler. Eh bien, c'est la troisième commandante de l'armée d'Orange Star, qui nous avait été présentée très rapidement, subrepticement pendant le générique. Eh bien, c'est Samy. Samy qui débarque. Elle était occupée dans des missions secrètes. Mais alors qu'on arrive à la frontière est de Blue Moon, on a vraiment traversé tout le territoire de Blue Moon. Elle arrive, c'est une jeune femme, aux cheveux roux, bandana vert autour des cheveux, tank top, tu sais les dog tags là des marines US autour du cou. Look vraiment commando, mais choupi. Tu vois, choupi commando. D'accord. Mais déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle est un peu badass. Bon, j'adore ce perso. C'est la générale en chef des forces spéciales d'Orange Star. Et elle est ultra utile. Elle a une capacité spéciale, même pas un pouvoir spécial, mais juste une capacité passive qui est parmi les plus puissantes du jeu, même en multijoueur. C'est que à chaque fois qu'il faut capturer des villes avec une unité d'infanterie, en fait, elle capture les villes 1,5 fois plus vite. C'est-à-dire qu'elle peut capturer des villes avec des unités qui ne Ah sont oui. pas totales, qui n'ont pas la vie totale, mais avec des vies un peu moindres. Elle peut se prendre des coups et quand même capturer en 2 tours, ce qui est évidemment extrêmement fort Ah oui, oui. pour notamment capturer le QG adverse dans certaines zones. Et donc Samy débarque, on va l'utiliser évidemment, et on retrouve d'ailleurs qui arrive sans être annoncé. Eh bien c'est Eagle de Green Earth qui revient avec ses chasseurs, ses hélicos, ses bombardiers, en plein brouillard de guerre d'ailleurs. Et là on a une bataille pour le coup, tu posais la question du temps tout à l'heure, qui peut prendre énormément de temps, hein, parce qu'il faut faire vraiment très attention pour progresser. Il n'y a aucune base par exemple pour produire de nouvelles unités. Et d'ailleurs, autant
pendant la première mission où on l'a déjà rencontré, Eagle, on a pu aller assez vite pour qu'il n'utilise pas son pouvoir spécial, qui est, je le rappelle, de jouer 2 fois de suite, c'est-à-dire de tricher, littéralement. Bon. Mais là, la mission est tellement longue qu'il va l'utiliser à un moment ou à un autre. Et donc, il faut être absolument planqué dans les forêts pour ne pas qu'il nous trouve. Même si, il faut savoir que dans le jeu original sur Game Boy Advance, l'IA trichait, puisque l'IA n'avait pas de brouillard de guerre dans les maps avec le brouillard de guerre. Donc, voilà, il faut savoir que c'est un déséquilibre un petit peu déplaisant, on va dire. Oui. Il y a un niveau de difficulté qu'on peut choisir ou pas du tout? Alors, dans le remake, oui. Dans la version originale, non. Dans le remake, on a une version classique, qui est la version de base, et puis on a un niveau de difficulté qui est le niveau casual, quoi, qui permet de faciliter un petit peu les choses. Mais le niveau du jeu est quand même assez relevé. Hein. Pour terminer vraiment la campagne, dans les dernières missions, on arrive sur des choses qui prennent très longtemps, où une petite erreur peut vraiment faire retourner totalement le cours de la bataille, et où il faut quand même avoir la tête froide, hein, effectivement. Ok. Donc là, ça a l'air de s'enflammer pas mal, là, notamment depuis que Samy, effectivement, qui a l'air assez sémillante, en fait, a mis le pied dans l'engrenage guerrier. Ça commence à s'enflammer et tu vas voir que ce n'est pas terminé parce que, comme je te l'ai dit, on est arrivé à la frontière avec Blue Moon et on va entrer dans un nouveau territoire, qui est le territoire de Yellow Comet. Toujours pareil, hein, sous le prétexte de juste traverser le pays. Oui, mais parce que là, on traverse, mais on a annexé Blue Moon, si j'ai bien compris. Plus ou moins, en tout cas, on a vraiment défoncé leur armée. Donc finalement, mais c'était de la légitime défense. Parce qu'ils nous attaquent alors qu'on traverse. Donc on a le droit de se défendre quand même. Bon. On entre sur le territoire de Yellow Comet, les choses s'accélèrent, et là, on se confronte au chef de l'armée de Yellow Comet, c'est le redoutable Kanbei. Kanbei, c'est un général qui a un look de samouraï, évidemment, tout droit sorti d'un film de Kurosawa, et il n'entend pas de cette oreille le fait qu'on veuille traverser son pays. Ah bon? Bizarrement, on ne saurait le comprendre. Général très puissant, puisque ses unités sont tout simplement plus fortes, de base. Voilà. Toutes ces unités sont plus fortes, elles coûtent un peu plus cher à produire, et puis son pouvoir spécial fait de toutes ces unités des machines quasi invincibles pendant un tour entier. Et donc on a 3 missions successives comme ça qu'on va faire avec Max, Andy et Samy. Alors normalement on peut choisir parfois entre les 3 généraux, mais moi j'ai préféré que chacun de mes généraux puisse se frotter un moment à Kanbei le terrible. Bon, je te passe les détails de ces différentes cartes, mais en gros, il s'agit toujours de prendre en fait la puissance de Kanbei à revers, parce qu'on ne pourra pas le battre sur le plan délibérément de la force pure. Et donc, on utilise par exemple à un moment une chaîne de montagne pour placer des artilleries derrière, pour l'affaiblir avant qu'il arrive, ou alors on crée un mur défensif pour qu'il vienne se casser les dents dessus. Dans une mission, on est un peu encerclé, mais on a un aéroport pour construire des unités aériennes afin de se sortir d'une situation qui paraît inextricable. C'est un peu l'esprit judo, tu vois. On va prendre la force de son adversaire et on va la retourner contre lui. Ah oui, là, j'ai des souvenirs de mes cours d'aïkido. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pendant toutes ces confrontations, d'ailleurs, il y a des dialogues assez sympas parce qu'il y a Sonia, qui est la fille de Kanbei, qui est la fille adolescente de Kanbei, petite lunette, tirée à 4 épingles, bougrement intelligente, qui est elle-même commandante dans l'armée de Yellow Comet, qui tente vainement à chaque fois de tempérer les ardeurs de son père en lui fournissant du renseignement, en lui disant mais non, mais ne va pas comme ça, tête brûlée, te casser les dents sur cette montagne. Il n'en a que faire. C'est une bien belle leçon, je pense, de stratégie militaire, tu me l'accorderas. Alors que Kanbei, donc, ravale sa superbe, se désespère de n'avoir pas pu arrêter l'avancée des troupes de Ranchta, eh bien c'est sa fille qui va prendre les choses en main. Dans 3 missions, alors qui sont 3 missions d'ailleurs facultatives, qui sont à débloquer dans le Advance Wars original, en terminant les missions de Kanbei dans un certain laps de temps, etc., mais qui sont obligatoires dans le remake. Le remake fait en sorte que ces missions soient directement accessibles. Et ces 3 missions où nos 3 généraux favoris vont être des sujets d'observation, des petites souris cobayes, des tests de Sonia, parce que les 3 ont été séparés et se retrouvent chacun leur tour dans un piège tendu par cette jeune fille très intelligente. Commandante redoutable également, Sonia, puisque les PV de ses unités sont cachés, notamment dans le brouillard de guerre.
Mais à la fin de tout ça, Sonia n'est pas si froide et calculatrice que ça, puisque elle nous incite même à nous méfier d'une grande menace qui n'est peut-être pas celle que l'on croit et qui n'est peut-être plus si loin que ça. Et donc le mystère qui est encore présent sur les tenants et les aboutissants de toute cette guerre mondiale, eh bien, on s'approche de pouvoir peut-être le résoudre. Là, on se situerait, c'est pas facile à dire, mais peut-être par rapport au nombre de missions ou milieu du jeu, où on approche vraiment de la fin. Quand même du dernier tiers du jeu. On D'accord. est là, pour te donner une image, on vient de finir la 17e mission sur 24. Donc on est à peu près aux 2 tiers. D'accord. En tout cas, très intéressant ce personnage de Sonia aussi. Enfin, d'ailleurs, je dirais que les personnages féminins sont plutôt séduisants, enfin au sens noble du terme, en fait, assez attrayants, par rapport à ce qu'ils proposent en termes de caractère et de leur faculté, l'espèce de phase là comment tu disais, de laboratoire là, qui montre bien un trait de caractère et qui montre aussi une originalité, donc une vraie réflexion derrière comment j'introduis ce personnage là et je le fais interagir avec notre troupe d'Orange Star. Je trouve ça très très intéressant. C'est des personnages féminins qui me plaisent énormément parce que ce sont des personnages, elles sont très indépendantes, elles sont très intelligentes, elles sont badass, elles sont pas du tout sexualisées, tu sais, comme ça peut l'être dans certains RPG ou ce genre de choses. Et vraiment, elles sont très bien écrites, quoi. Et elles ont un rôle central dans la narration. Et donc, oui, ce sont des personnages qui sont très très attachants. D'accord. Et alors, un peu comme Sonia vient de soumettre les généraux d'Orange Star à un test, eh bien, j'ai envie de te soumettre à un test également, mon cher Bigot. C'est l'heure de l'interlude. Et alors, premier petit test d'ailleurs, alors c'est pas vraiment le mini-jeu, mais à la manière d'Advance Wars, tu sais, est-ce que tu connais des titres de jeux vidéo, par exemple, qui auraient le nom de la console à l'intérieur du titre? Est-ce que ça te vient à l'esprit comme ça? Oui, quand tu en as parlé tout à l'heure, je me demandais si c'était pas une spécificité de la Game Boy Advance, puisque je pensais à Sonic Advance et autres. Mais après, il y a quand même toute la gamme des 64 qui me vient en tête. C'est vrai que là, comme ça, la brûle pour point, je sèche un peu. Mais oui, tu vois, quand tu as évoqué le fait de Famicom Advance, etc., ça m'a évoqué les Super Mario 64, ce genre de choses. Et Super Mario 64, je crois aussi, ça se dit comme ça, je crois. Mario 64, oui, et puis même sur la Super Nintendo, on a eu Super Metroid, Super Mario Bros. Avec le Super, bien sûr. Bien sûr. Sur donc, Nintendo DS, on a eu énormément de jeux dont les initiales étaient DS, Castlevania Dawn of Sorrow. Pour Advance Wars, d'ailleurs, on a eu Dual Strike, DS. Ça a toujours été un peu le cas. Mais la question que je me pose, c'est j'ai l'impression que c'est un peu une des signatures de Nintendo. Je sais pas s'il y a d'autres. Ça concerne énormément Nintendo, ça a été très peu fait par Sony avec PlayStation, on retrouve pas de nom de jeu avec PlayStation à l'intérieur, ni pour la Xbox. Donc c'est vraiment une spécificité de Nintendo, même si pour le Switch par exemple, je suis pas sûr qu'on retrouve beaucoup de jeux avec Switch à l'intérieur. Si peut-être One to Switch, il y a le jeu One to Switch, je crois, qui est sorti sur Switch, mais par exemple Mario, il y a pas eu, ça a été Mario Wonder, mais ça n'a pas été Mario Switch par exemple, alors qu'on aurait pu éventuellement l'attendre. Tu connais donc des jeux vidéo avec le nom de la console dans le jeu, mais moi ce que je vais te faire deviner, si tu le veux bien mon cher Bigot, ce n'est non pas des jeux, mais plutôt des choses qui portent dans leur nom, d'accord, ça peut être des objets, des choses, le nom d'une console de jeu. Exemple, je te donne un exemple, d'accord, un exemple comme ça, une planète du système solaire. Si je te demande une planète du système solaire, Saturne. Tu vas me dire Saturne, parce que c'est la Sega Saturn. Tu as compris ce que va être le mini-jeu. Wow. Oh là là. Voici la première chose que je vais te demander. On va aller du plus facile au plus difficile, voire à l'impossible peut-être. Premièrement, je cherche un groupe de musique avec Phil Collins. Genesis, Sega Genesis. Exactement, c'est la Genesis, plus connue sous le nom de Mega Drive dans nos contrées. J'adore le jeu. Franchement, c'est génial.
En fait, là pour le coup, c'est une prise de judo aussi. Tu vois, tu renverses c'est comme ça, tu vois. Ah, c'est génial, génial. J'adore. On cherche maintenant un film de Francis Weber avec Patrick Bruel et Jean Reno. C'est aussi le nom d'une console de jeu. Exactement, c'est le Jaguar et la Jaguar. La console Jaguar. Oui. Le Jaguar et la Jaguar. Oh là là, oui. Oh là là, mais je l'ai vu ce film au cinéma, bon sang. Et oui, pas confondre avec le Guépard. Pas confondre avec le Guépard, exactement. Ok. Dans un autre style. Alors, un peu plus complexe déjà. Je cherche un syndicat de l'enseignement du second degré. Donc, l'enseignement collège-lycée. Syndicat majeur, très important de l'éducation nationale. Oui. Et non, je l'ai plus. Syndicat qui est souvent en lien avec le gouvernement, qui discute les projets de réforme, ce genre de choses, hein, bien sûr. Non, tu ne l'as plus. Attends, mais c'est dingue. En fait, le truc, c'est que j'ouvre les deux portes en même temps, console et syndicat, et donc ça, il faut que je choisisse un angle. Non, je l'ai pas, je l'ai plus. Eh bien, c'est le SNES, Syndicat national de l'enseignement. Joli, magnifique. Pour la SNES, bien sûr, évidemment, la Super NES. Oh là là. Bravo. Ah, excellent. Vraiment excellent. Alors, on cherche désormais une chanteuse qui débarque toujours chez toi en pleine nuit pour se confesser, pour raconter les problèmes qu'elle a avec son mec. Oh là là. C'est trop violent. Une chanteuse qui débarque en pleine nuit pour me raconter. Elle débarque chez toi et puis elle te dit assieds-toi, faut que je te parle. C'est Vita. C'est Vita. La PlayStation. Mais d'accord, mais non, mais. Une confession nocturne avec Diams. Non, mais là, c'est trop, là. Il faut ouvrir ton mindset, Bigot. Oui, vraiment. Oh, finesse. Oh, la vache. Allez, vas-y. Plus facile. On cherche l'un des 5 sens de l'être humain. La oui. Oui. La oui. Enfin, Louis. Oh là. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien. On cherche maintenant ce que sont Héra, Aphrodite et Athéna. Oui, la Nintendo DS. Alors oui, plus spécifiquement, en fait, c'était 3 DS. Parce qu'elles sont 3. Ah oui. C'était la Nintendo 3 DS. Bien sûr. Mais ça peut marcher, je te l'accorde avec DS. Le détail, c'est génial. Oh, c'est génial. Non, ouais, j'en ai deux autres. Est-ce que tu veux faire Achève-moi. Alors, on cherche une maladie d'ordinateur. Bug, virus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une maladie vraiment qui touche vraiment un ordinateur. Plus spécifiquement, une maladie de la gorge. Oh là là, non mais je vois. Ah si. Non, c'est pas la lynx, c'est le larynx. C'est pas la lynx, non. Mais là, je vois pas du tout. Tu l'as pas? La PC angine. Oh, mais c'est magnifique. Oh non, mais c'était génial. Franchement, c'est génial. Oh, c'est incroyable. Non, mais... Oh là là, mais c'est d'une beauté. Oh là là. Incroyable. Et enfin, que dit-on d'une source qui est désormais à sec, qui s'est asséchée? Elle a tari? Eh ben oui, elle a tari. Bravo, mon Bigot. Oh non, mais franchement, mais c'est génial parce qu'en fait, il y a vraiment un effet de stun quand l'énoncé arrive qui est merveilleux là dans ton jeu. Là. Bravo, franchement, incroyable. Super, magnifique. On va pouvoir revenir. Eh bien, notre narration, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite du jeu, hein, puisque. Allez. On a quitté désormais le territoire de l'île aux comètes et il nous reste évidemment le territoire de Green Earth qu'on n'a pas encore traversé non plus, mais sans doute que c'est dans ce coin-là que se trouvent les réponses, puisque Eagle lui-même, tu sais, avait accusé Andy d'avoir fait quelque chose d'impardonnable. On va essayer d'aller le retrouver. Et à partir de là, d'ailleurs, les embranchements se multiplient de plus en plus. Là, sur Green Earth, il y a vraiment plein de missions différentes qu'on peut faire. On peut aller dans un chemin puis dans un autre. Pour certaines missions, on pouvait choisir le général, mais la zone restait la même. Mais maintenant, la zone change en fonction du général qu'on choisit. Enfin, vraiment, on peut se frayer un chemin vraiment totalement unique en fonction de ces petits chouchous, on va dire. Et moi, j'ai essayé de les utiliser de manière un peu équilibrée quand même. Pardon, est-ce que
les trajectoires justement de narratives en fait sont aussi nombreuses que les possibilités qui s'offrent, ou donc quand même on retombe après sur les mêmes bases peu ou prou, quelle que soit la voie que l'on prend. Il y a des petites variations de dialogue, mais Mais globalement, la trame narrative globale reste la même. Voilà. d'accord. On retombe toujours Ok. sur nos pattes. Bon, moi, je les ai utilisés de manière un peu pertinente. C'est-à-dire, quand il faut bourriner, je vais plutôt chercher Max. Quand il faut conquérir des villes, je vais plutôt chercher Sammy. Andy, c'est un peu le couteau suisse. Hein. On croise un nouveau général de Green Earth, d'ailleurs. Dernier général qu'on va rencontrer de ces pays du Cosmoland. Qui s'appelle Drake. Et comme son nom l'indique, hein, c'est le spécialiste des unités navales. Qui aime bien se dorer au soleil, c'est un ancien pirate, c'est un capitaine à la bouille et à la bedaine toute ronde, il est plutôt débonnaire, il rit fort, et il cache sous ces aspects comme ça un peu une grande lucidité. Et d'ailleurs, il se pose beaucoup de questions hein, sur ce qui se passe vraiment dans Cosmoland, et un peu comme l'amiral Nelson, on dit de sa flotte qu'elle est invincible, donc il va falloir trouver d'autres moyens de le vaincre. Hein. Maintenant, tu sais comment ça se passe. Mais surtout, plus on avance dans le territoire de Green Earth, et bien plus la vérité prend forme. Puisque alors qu'on conquiert des villes, par exemple dans une péninsule avec Sammy, ou qu'on ralentit la progression des forces de Drake avec Max, eh bien Drake de son côté, on a des dialogues avec Eagle, son général en chef, hein, et il l'incite à ouvrir les yeux. Ce n'est pas Andy qui a attaqué Green Earth comme il le pensait. Ce conflit entier, mondial, a été orchestré depuis le début par un ennemi mystérieux. Et au bout de quelques missions, Sonia débarque à son tour. Et en fait, avec ces histoires de renseignements, tu sais, de calculs dans ses laboratoires, eh bien, elle a analysé toutes les choses avec ses capacités et elle sait qui a fait le coup. Et on apprend d'ailleurs aussi, révélation, que Sonia et Grit de Blue Moon travaillaient ensemble en secret pour débusquer le véritable méchant qui était contre tout ça, derrière tout ça. Toutes ces batailles n'étaient organisées que pour faire diversion. Mais quelle cascade de révélations! On est en route vers la dernière ligne droite. Et ce qu'on découvre, c'est que alors que Olaf était en train d'attaquer Orange Star, Andy a été observé en train d'attaquer Yellow Comet et Green Earth simultanément. C'est évidemment impossible. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que c'était pas Andy, c'était un clone d'Andy. Et donc, il y a un clone qui est là, qui est Andy, un copier-coller d'Andy, mais en version un peu sombre, qui répète, tu sais, il répète poursuivre, détruire, annihiler. Et on va évidemment le combattre, ce clone, avec notre Andy national, en compagnie de Eagle d'ailleurs. Eagle évidemment fait ses excuses au véritable Andy, et on va ensemble, cette fois-ci, et c'est la beauté de l'amitié bien sûr entre les peuples, faire face aux vrais méchants qui sont derrière tout ça depuis le début. C'est une nouvelle faction, une faction qui s'appelle Black Hole, le trou noir. Et tandis que Eagle s'occupe des unités aériennes de Black Hole, et bien pendant ce temps, c'est à nous d'aller capturer le QG du clone, hein, et pour essayer de trouver des réponses à toutes ces questions. Attends, et là on est à la dernière mission ? On est quasiment à la dernière mission, il nous reste 2 missions ensuite, on est vraiment dans la toute dernière ligne droite, où vraiment toutes les cartes sont rebattues puisque les anciens ennemis deviennent nos alliés, et on va faire front commun contre cette menace plus ou moins extraterrestre d'ailleurs de souvenir, je sais plus exactement d'où ils viennent Black Hole, mais il me semble qu'ils viennent d'une planète autre. Et là pour le coup c'est vraiment tu sais, je parlais du design des personnages, pour le coup là c'est vraiment un design très extraterrestre, très futuriste. Et pendant que Eagle combat les forces de Black Hole sur le continent, Andy, Max et Sammy, nos généraux d'Orange Star, descendent vers le sud-ouest, vers une île qui est un peu isolée du continent et qui semble être à la source de toute cette machination. Et on a l'avant-dernière mission du jeu qui nous met face à face avec le vrai commandant en chef de l'armée de Black Hole. C'est le sombre... Robotnik. Alors, c'est pas le Dr Robotnik, mais quasiment. Il s'appelle Sturm. Il s'appelle Sturm. C'est une sorte de colosse avec une tête de masque à gaz de la Première Guerre mondiale. Je sais pas si tu vois les gravures d'Autodix, les tableaux, tu sais, de ces soldats dans les tranchées avec ces masques à gaz, là, bon. Avec un manteau, une casquette qui le fait ressembler au pire nazi de la Seconde Guerre mondiale. Non, ça ne me parle pas, ça. Mais je vois un petit peu, forcément, le personnage un petit peu horrifique que ça peut représenter.
Et cette bataille-là, avant-dernière du jeu, donc, est une énorme zone avec deux armées, hein, la nôtre au nord-ouest, l'armée de Black Hole au sud-est. Entre les deux, une zone pleine de bois, de montagnes, avec des fleuves, des bases qu'il faut capturer pour pouvoir avancer tout en résistant au rouleau compresseur de l'armée ennemie. On est vraiment dans des batailles qui deviennent extrêmement longues, plusieurs heures, et qui demandent vraiment d'avoir assimilé l'ensemble de toutes les mécaniques qu'on a acquises tout au long du jeu pour pouvoir véritablement les passer. Et j'imagine que de temps en temps, on a le coup de pouce des armées que l'on a... Eh bien justement, que l'on a envahi. Eh bien ça va être le cas pour la dernière bataille, justement. Puisque grâce à cette avant-dernière bataille, Grit, qui était notre allié de tout depuis le début en réalité, a mis un tracker sur le général de Black Hole pour le traquer jusqu'à son repère. Et on traque Sturm jusqu'à son repère, cette île complètement isolée du reste du monde. Et il faut faire vite parce que il a capturé Sonia. Sonia est en danger, la fille de Kanbei. D'accord. Il a capturé Sonia et dans une petite scène d'introduction, elle se moque de lui. Elle lui dit « Ah, mais tu ne sais pas, mais tu as un tracker qui a été implanté par Grit. Maintenant, toutes les autres armées vont venir et vont venir à ma rescousse. » Mais Sturm sort son contre-Kems. Il savait qu'il était traqué. Et tout ça est un piège qui est tendu aux autres armées de Cosmoland. Il voulait les rassembler depuis le début sur cette île pour tous les annihiler d'un seul coup. D'accord. Et on arrive dans le Final Showdown. C'est la plus grande map de la campagne. Elle est immense. On va avoir d'ailleurs 3 armées de notre côté. On va jouer 3 généraux différents. C'est la première fois qu'on peut jouer 3 personnages. Dans le jeu original, c'est la cartouche qui désigne elle-même les généraux en fait en question à partir des embranchements qu'on a suivis. D'où le choix multiples. Et dans le remake sur Switch, on peut choisir en revanche. Donc évidemment, il y a des généraux qui sont assez utiles dans cette mission. Eagle évidemment avec pour jouer 2 fois de suite, Kanbei aussi très puissant avec ses unités très renforcées. Bon, il y a plusieurs combinaisons possibles qui peuvent marcher, hein, mais c'est vrai que voilà, on peut avoir des avantages comme ça. Chacun a ses troupes ou les bonus et autres s'appliquent. D'accord, ok. Chacun a ses troupes et donc on va jouer les 3 personnages l'un après l'autre avant que Sturm avec Black Hole joue son propre tour. C'est une bataille très très longue qui me rappelle, tu vois, des choses comme la bataille finale de Warcraft 3 par exemple. Je sais pas si tu situes, mais où il y avait aussi toutes ces factions, les orques, les humains, les elfes qui étaient alliés contre les morts vivants. Il y a un peu ce même modèle. Mais ce type de gimmick, en tout cas, je l'ai vécu. Je ne sais plus si c'était sur Warcraft 3 ou un autre type de jeu, mais je vois très bien. Oui, ça donne tout un souffle épique et grandiloquent au dernier grand affrontement du jeu. Donc c'est vraiment le grand affrontement épique dans le sens le plus littéral du terme. Et on a une bataille très longue, donc comme je le disais, et pour laquelle il faudra énormément de courage pour résister aux innombrables bombardiers, tanks M, hélicoptères, DCA, etc. de Sturm. Surtout que sa base, qui est au nord de la carte, n'est accessible aux véhicules que par 3 petits ponts qui traversent un long fleuve central qui coupe la carte en 2. Bon, c'est un véritable guet-apens qu'il faudra conquérir mètre par mètre. Mais l'attente n'est pas non plus une option, parce que Sturm a budget quasiment illimité, il a énormément de villes, et donc il fait popper comme ça des tanks M, en veux-tu, en voilà. Et donc, ce qui fait que la meilleure défense, ça reste l'attaque. Et donc, on va combattre pendant des heures, et à la fin, Sturm s'enfuit, mais en promettant de revenir se venger, peut-être dans Advance Wars 2, justement. Et alors, dans le jeu original, ce qui est assez marrant à ce moment-là, alors que tout le monde se congratule, le pouvoir de l'amitié retrouvé, etc., dans le jeu original, on enchaîne en fait sur une dernière carte, qui est une petite carte bonus, qui est une espèce de face-à-face entre Andy et Eagle, les 2 frères ennemis, les 2 meilleurs ennemis, j'ai envie de dire, comme un dernier duel au sommet pour le fun, voilà. Mais dans le remake, ça se finit par contre sur cette grande bataille-là. Je t'en fais grâce parce que c'est pas la carte la plus palpitante. D'accord. Et c'est ainsi que le générique de Advance Wars commence à défiler à l'écran. Sur le côté droit, les noms qui s'enchaînent de tous les créateurs et créatrices du jeu, tandis que sur le côté gauche, à la verticale, défile comme ça une sorte de pellicule cinématographique avec le rappel de toutes les différentes missions qu'on a faites, du rang obtenu dans chaque mission, comme pour te dire que peut-être que là où tu as obtenu le rang B, peut-être que tu peux aller chercher le rang A, voilà. Avec en fond des animations de bataille des différentes unités qu'on a utilisées pendant tout le jeu. Et une fois que ce déroulé comme ça se termine,
c'est la fin de Advance Wars, premier du nom sur Game Boy Advance. Waouh! Alors Bigot, qu'est-ce que tu as pensé de Advance Wars? Est-ce que tu t'es régalé? Ah oui, vraiment, c'était parfait, une nouvelle fois, pour quelqu'un qui ne connaît que de très loin le type de jeu. Et finalement, il y avait plein de, d'intuitions que j'avais, pas qu'elles s'avèrent fausses, mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a je sais pas si c'est une originalité, en tout cas par rapport à ce que j'imaginais, s'il y a une vraie originalité. Et c'était assez intéressant parce que, une nouvelle fois, de placer les éléments d'enjeu et d'évolution des intrigues au niveau de ces généraux. C'est quelque chose que là aussi on voit dans des RTS, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Et surtout, ce côté très ludique, très sympa en fait. Je dirais presque que on sentait dans ta narration l'amusement qu'il y avait derrière, et avec juste ce qu'il faut. On n'est pas sur quelque chose non plus de construit et compliqué à comprendre en termes d'intrigue, mais juste ce qu'il faut pour qu'il y ait une saveur particulière qui s'en dégage et qui fait que on a, je dirais, des respirations et l'envie de poursuivre, à la fois pour la découverte du mystère, un petit peu comme une enquête, et après aussi tout le côté réflexion et puzzle qui peut se lier aux différentes missions qui s'agrègent. Donc ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment d'une grande variété et d'un souffle constant du jeu. Alors là, forcément, j'ai pas la durée des batailles qui se greffent dessus, mais je sais pas si je serai au bout, parce que l'aspect temps me paraît quand même assez important. Mais en tout cas, j'ai envie d'y goûter, de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, c'est toujours intéressant de voir comment, de suite presque, on a l'impression que les éléments d'une saga sont posés. On a vraiment le sentiment que cette galerie de personnages, ou alors c'est peut-être moi qui, au travers de ta narration, en fait, m'y suis attaché, mais on a envie de les revoir plus tard. Donc ça veut bien dire qu'en fait, dans la façon dont ils ont été amenés, c'est pas des personnages d'une mission où on a envie de les retrouver. Voilà. C'est ça, c'est des personnages auxquels on s'attache et qu'on retrouve d'ailleurs dans Advance Wars 2, justement, puisqu'il y a eu une suite, une suite 2 ans plus tard. Et puis dernière phase, c'est que, en ayant positionné ce mode histoire comme tel, c'est vrai que le côté versus qu'il peut y avoir après dans le mode, je sais pas comment il t'appelait, le mode combat, le mode en ligne, voilà, on a très envie d'aller vers ça, quoi, pour à la fois jouer donc les antagonistes en tout cas les antagonistes de la première heure qui deviennent nos alliés, voire je sais pas si les fameux grands méchants là sont jouables aussi, mais naturellement, voilà, on a aussi envie d'aller goûter ce côté versus contre d'autres et tester ces nouveaux personnages. Donc là aussi, c'est habile, mais on sent pas le mode qui a été rajouté pour le plaisir de rajouter un mode, etc. Il y a, on sent que ça vient avec une très bonne intelligence aussi de conception derrière. Eh ben écoute, Bigot, je suis très très heureux d'avoir pu en tout cas partager ce jeu avec toi, Advance Wars, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. On espère que vous aussi, à l'écoute, ça vous aura plu, ça vous aura soit que vous le connaissiez déjà, soit si vous ne le connaissez pas, que ça vous incitera aussi à le tester, peut-être à le redécouvrir, peut-être dans sa version remake sur Switch, qui est peut-être plus accessible aujourd'hui et qui est tout à fait recommandable. On vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, ainsi que sur YouTube, comme Bigot vous le disait en début d'émission. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord pour discuter, pour débriefer cet épisode, pour nous donner peut-être vos suggestions aussi, parce qu'on est à la recherche de suggestions pour des épisodes futurs, peut-être pour avoir des insides des émissions passées et futures. Et on vous dit à bientôt et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Total Régal. Merci Oxido, merci chères auditrices et chers auditeurs, et à très bientôt. Qui n'a jamais rêvé d'aller de l'autre côté du miroir,
de suivre le lapin blanc dans son terrier. Il suffit de passer le cap, de casser le bloc, d'esquisser une esquive en lisant, en dessinant, dans un univers de mutants mutins, lissé par les soins d'Alissa, où l'on risque de tout casser si, dès le départ, il nous manque une case. On s'y baigne et on y met des beignes, dans des bulles de dialogue comme dans des bulles de savon. Et quitte à jouer le rôle de bouc émissaire, autant devenir un comic book.